Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal version française. Merci de choisir Viva pour vous informer. Madagascar était au cœur du sommet sur l'accélération de l'adaptation de l'Afrique au changement climatique. Un sommet qui a également vu la participation de John Kerry, envoyé spécial du président Joe Biden pour le climat, d'Akinwumi Adesina, président du groupe de la Banque africaine de développement, de Kristalina Georgieva, la directrice générale du Fonds monétaire international. Le président Andry Rajoelina n'était également aux côtés de ses pairs, Félix Tshisekedi, à la fois président de l'Union africaine et de la République démocratique de Congo, et de Azali Assoumani, président de l'Union des Comores. Le COP26 constitue le COP de dernier espoir d'œuvrer ensemble pour la planète, d'où la nécessité de sa réussite, car la vie de millions de personnes en dépend. Le président malagasy Andry Rajoelina s'est particulièrement engagé dans la lutte contre la déforestation lors de ce COP26. Il a encore une fois affirmé l'entrée de Madagascar dans l'utilisation d'énergie verte, mais également dans la mise en place de l'industrie verte devant de nombreuses hautes personnalités. Le chef de l'État malagasy s'est positionné en porte-voix de l'Afrique en mettant en avant l'importance de la lutte contre la déforestation sur le continent africain. Il a réitéré son appel pour le financement de la politique de transition énergétique en Afrique et a accéléré la mobilisation de 100 milliards de dollars annoncée lors de l'accord de Paris. Comment stopper ce désastre? Madagascar plaide pour une transition énergétique en Afrique à travers le financement de solutions alternatives qui se substitueront du charbon de bois en vulgarisant l'utilisation des réchauds à base de bioéthanol et de gaz biogaz pour préserver nos forêts. Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis convaincu que Madagascar, à l'image de l'Afrique, peut être la vitrine d'un développement vert et d'une émergence écologique. D'ailleurs, Madagascar est le 5e pays à avoir finalisé sa politique nationale d'adaptation au changement climatique. Nous avons d'ailleurs également signé notre premier contrat REDD+, pour capter 10 millions de tonnes de carbone en 5 ans. Mais cela a également un prix. En effet, Madagascar aura besoin de 100 millions de dollars pour l'application de la politique verte, à l'instar du bioéthanol. Nous aurons donc besoin d'un financement de la part des grandes institutions. John Kerry, quant à lui, a affirmé que nous avons 55% des économies mondiales qui sont dévouées à limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré Celsius. Assez extraordinaire, car autrement dit, nous avons besoin que les 45% restants nous rejoignent. D'ailleurs, le président de la République demande la mobilisation des financements dans la lutte contre le changement climatique. Il faut agir maintenant, et c'est ici à Glasgow que cela doit être acté. Car un seul mot, un seul geste, la volonté suivie d'action changera les choses. Ainsi, j'appelle les leaders du monde entier à accélérer la mobilisation des 100 millions de dollars de l'accord de Paris afin de financer une politique de transition énergétique en Afrique. Il faut agir aujourd'hui, mais pas demain, ni encore attendre en 2030. L'échec n'est pas une option. Nous devons réussir pour nous, pour notre nation et pour notre monde. La Terre qui nous a tout donné nous demande aujourd'hui de la sauver. Alors, sauvons l'Afrique, sauvons notre planète. Le président de la République malagasy a également rappelé que 3,9 millions d'hectares de la forêt africaine disparaissent chaque année. Ainsi, le président Andry Rajoelina s'est engagé contre la déforestation à Madagascar depuis plusieurs années, raison pour laquelle il a signé la convention portant sur l'arrêt de la déforestation jusqu'en 2030. L'exécutif a notamment initié dès 2019 une vaste campagne de reboisement à l'échelle nationale dont l'objectif est de reboiser 40 000 hectares de forêt par an. Il a également multiplié les aires protégées pour les préserver en impliquant les populations locales. Le 4 février 2021, Madagascar a signé son premier contrat REDD+, pour capter 10 millions de tonnes de carbone en 5 ans. Par ailleurs, le gouvernement a mis en place la loi des finances initiales en 2021 qui diminue la TVA sur le gaz butane de 20 à 5% afin d'encourager la consommation comme alternative au bois de chauffe.
Le dossier Apollo 21, la tentative d'assassinat contre la personne du président de la République et d'autres personnalités, n'est pas encore une affaire classée. L'affaire est actuellement au niveau de la chambre d'accusation et ce n'est qu'après son passage devant cette instance judiciaire que les personnes impliquées pourront être jugées. D'après les informations, la date du procès est prévue au plus tard pour le mois de décembre. Reportage de Sylvain. 15 jours après la découverte de la tentative d'attentat à l'endroit du président de la République, Andradzwil, et d'autres personnalités étatiques, le 20 juillet 2021, les 21 personnes suspectées dans cette affaire ont été déférées et 8 d'entre elles ont toutes été incarcérées à la maison d'arrêt de Tiefa et d'Imertiatousk. Paul Rafan Warren, supposé être le cerveau du complot et auprès de qui on a trouvé des preuves accablantes, en fait partie. Un ancien Premier ministre et candidat à l'élection présidentielle en 2006 est la deuxième personne impliquée. Au début du mois de septembre dernier, il a été procédé à une enquête au fond. La date du procès n'est pas encore fixée. En effet, les avocats des accusés ont demandé l'annulation de l'ordonnance de mise en accusation. L'affaire Apollo 21 se trouve donc actuellement au niveau de la chambre d'accusation. D'après les informations, cette affaire sur la tentative d'assassinat du président de la République sera traitée dans les plus brefs délais, notamment avant les vacances judiciaires au mois de décembre. Selon le président de la République, il n'y aura aucune indulgence pour les auteurs de tels actes criminels et meurtriers dont l'objectif est de semer le trouble dans le pays. 5 personnes ont été auditionnées dans le cadre de l'affaire du présumé enlèvement d'enfants à Maaz lundi dernier, dont celui qui a détenu les 3 jeunes garçons accusés de vol. D'après les responsables auprès de la gendarmerie nationale, ils ont été déférés aujourd'hui. C'est Tchangiana Sianzara Zonarvelo. Selon les informations recueillies auprès de l'adjoint de l'unité de la gendarmerie d'Antananarive, le propriétaire de la maison cambriolée par ces 3 garçons a été arrêté pour avoir séquestré ces derniers. Un autre enfant qui aurait aussi volé dans cette maison a également été embarqué par les forces de l'ordre. D'après les précisions de la gendarmerie nationale, ce n'est pas la première fois que ces enfants, qui ont entre 13 à 15 ans, s'introduisent dans l'enceinte de cette propriété. Ces 5 personnes ont été déférées devant le parquet ce jour. En ce qui concerne les personnes qui ont fait circuler la rumeur sur Facebook, qui a créé une émeute à Mboumangakel, une enquête a été ouverte par la gendarmerie. La production de la centrale hydroélectrique Tandé-Kalek connaît actuellement un gap de 30 MW, conséquence de la panne du groupe numéro 3. Les techniciens de la Jirama sont encore en pleine phase de réparation de ce groupe, selon les explications du directeur général par intérim de la société. Par conséquent, des coupures alternées dans quelques zones du réseau interconnecté d'Antananarive peuvent avoir lieu dans les jours à venir, mais seulement lors des heures de pointe. Étant donné le taux de vaccination contre la Covid-19 encore très bas, les établissements scolaires privés appréhendent la non-réalisation du programme scolaire. Comme lors des 2 dernières années, ces derniers ont alors décidé d'anticiper et de ne pas suivre le programme scolaire établi par l'État afin d'assurer son exécution dans son intégralité. Malgré les diverses sensibilisations sur la vaccination contre la Covid-19, afin d'éviter le reconfinement, bon nombre de Malagas sont encore réticents. Justement, par crainte d'un éventuel reconfinement, nombreux sont les établissements scolaires privés qui anticipent et ont décidé de ne pas suivre le programme scolaire établi par l'État. L'inexistence des vacances de la Toussaint fait partie des mesures prises par ces derniers. Le but est de finir le programme scolaire dans son intégralité au plus tôt, notamment pour les classes d'examen, ont expliqué les chefs d'établissement. Certaines écoles confessionnelles n'ont également eu qu'une pause de 2 jours pour la Toussaint, si d'autres ont quand même décidé de suivre le programme scolaire établi par l'État. À noter que ces vacances de la Toussaint devraient durer 1 semaine à compter de vendredi dernier si l'on se réfère au programme scolaire officiel. 690 960 000 ariars, telle est la somme que le gouvernement Erazo-Armapian doit au maître d'œuvre de la construction de l'allée de l'Académie militaire d'Antsirabe, dont les travaux ont pourtant été achevés en 2018. Les responsables de cette entreprise demandent leur dû aux dirigeants étatiques actuels, surtout qu'ils auraient dû être payés le 6 octobre dernier, selon la promesse faite par le ministre des Travaux publics. Un reportage de Nzara Jiansou. Le délai donné par l'ancien régime pour la construction de la route au sein de l'Académie militaire avait seulement été de 10 jours. L'entreprise responsable des travaux a alors travaillé jour et nuit pour en assurer l'exécution, la construction dans les délais, ce qui a été chose faite. Cependant, l'entreprise en question n'a pas encore été payée.
3 ans après, l'entreprise demande au régime actuel de lui payer son dû qui s'élève à 699 millions d'ariari. Des procédures ont été effectuées par cette dernière dans cette réclamation, notamment une rencontre avec le ministère des Travaux publics et le SGPA. À noter qu'une réclamation similaire a été effectuée hier par les entreprises responsables des travaux payés à travers le fonds routier. En ce qui concerne les travaux faits au niveau de l'académie militaire, ils auraient dû être payés à travers les ressources propres internes. Le 2 novembre est la journée internationale contre l'impunité des crimes commis à l'encontre des journalistes. Les entraves à la liberté des journalistes sont de plus en plus fréquents si l'on ne cite que le cas qui se sont produits à Antsui et à Minabe Antanmen. Récemment, l'OGM, Ordre des journalistes à Madagascar, a déclaré sa volonté de lutter contre de telles agressions à l'égard des journalistes, qu'elles soient physiques ou verbales. Un journaliste, membre de l'Association des journalistes pour l'environnement, en mission avec ses confrères dans la région Minabe, a été victime d'une agression le 7 octobre dernier. Lors de leur passage devant la forêt de Kirindi, les membres de l'AJE, découvrant un feu de brousse, ont fait un reportage. À cet instant, un responsable de cette forêt les a approchés et les a incités à venir combattre le feu au lieu de prendre des photos. Il a ainsi confisqué la carte de l'appareil photo de l'un des journalistes pour ne le rendre que plus tard, après de longues négociations faites par l'organisme initiateur de cette mission. L'Ordre des journalistes de Madagascar, OJM, condamne fermement ces comportements irresponsables, irrespectueux des droits fondamentaux de l'homme et du droit à l'information des citoyens. Nous incitons les responsables à tous les niveaux à rappeler à leurs subordonnés l'importance des droits mentionnés précédemment, a déclaré la présidente de l'OJM. Elle invite également les responsables concernés à prendre des mesures à l'égard de l'auteur de cette agression. Ces faits qui ont eu lieu dernièrement à Antsui et à Mourdave démontrent que certains responsables abusent de leur pouvoir, souligne Rassouloir Monica. L'OJM a déclaré sa détermination à prendre les mesures définies par la loi pour ces cas de violence et, si nécessaire, soumettre cette affaire au tribunal, vu que ces derniers temps, les agressions et les menaces de mort à l'endroit des journalistes sont de plus en plus fréquentes. Les dépositaires regroupés au sein de l'ADDM ou Association des dépositaires de médicaments ont à leur tour exposé leur opinion sur le projet de loi les concernant ce jour. Ces derniers encouragent les députés à adopter ce projet de loi 003-2021. Certains articles du Code de la santé doivent être revus d'après eux, raison pour laquelle ils sont pour ce projet de loi qui va passer demain 4 novembre à l'Assemblée nationale. Toujours reportage de Merveilleux Sphère et d'Anzara Zonarville. Les dépositaires souhaitent la révision de certains articles du Code de la santé d'après leurs propos ce jour. Le métier de pharmacien et de dépositaire sont deux métiers complémentaires et non contradictoires d'après la DDM. Les pharmaciens et les dépositaires vendent les mêmes médicaments des mêmes distributeurs, ce qui démontre totalement l'argument des pharmaciens selon lequel les dépositaires vendent des médicaments hors normes, toujours d'après le président de la DDM. Madagascar compte des milliers de dépôts de médicaments dont les tenanciers sont notamment des intellectuels et des dépositaires ayant reçu une formation de plus d'1 année d'après la DDM. Ces derniers proposent également à ce que la distance de 10 km ne soit pas prise en compte, car le métier des pharmaciens, tout comme le métier des dépositaires, vise principalement à veiller sur la santé publique. Concernant les actualités internationales, le gouvernement éthiopien a déclaré l'état d'urgence dans l'ensemble du pays et ordonné aux habitants d'Addis Abeba de se préparer à défendre leur quartier, alimentant les craintes d'une poussée de rebelles tigréens vers la capitale. France 24. Le gouvernement éthiopien brandit la menace d'un conflit généralisé. Addis Abeba vient de déclarer l'état d'urgence pour au moins 6 mois dans tout le pays. La déclaration d'état d'urgence sera présentée à la Chambre des représentants du peuple dans les 48 heures et sera promulguée. Mais sa mise en œuvre commencera dès maintenant, au moment de sa déclaration. Cette décision intervient 2 jours après que le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé les habitants à prendre eux-mêmes les armes pour repousser les combattants du TPLF, les forces du Front populaire de libération du Tigré. Les rebelles ont revendiqué ce week-end d'importantes avancées territoriales. Malgré les démentis du gouvernement, ils affirment avoir pris 2 villes stratégiques, Dessi et Kombolcha, dans la région d'Amara, à quelques 400 km de la capitale. Si pour atteindre nos objectifs au Tigré, nous devons marcher sur Addis Abeba, nous le ferons.
Mais nous ne disons pas que nous marcherons sur Addis Abeba. Depuis novembre 2020, les forces tigréennes font face aux troupes gouvernementales dans le nord du pays. En un an de conflit, malgré les appels internationaux au cessez-le-feu, des milliers de civils ont été tués. Dans le nord de l'Éthiopie, la situation humanitaire est désastreuse. Plus de 2,5 millions de personnes ont fui leur maison. Dans l'État du Tigré, plus de 5 millions de personnes sont en besoin urgent de nourriture, selon le Programme alimentaire mondial. Aux USA, les autorités sanitaires américaines ont donné mardi leur recommandation finale au vaccin contre la Covid-19 de Pfizer-BioNTech pour les 5 à 11 ans, permettant à 28 millions de jeunes enfants d'être désormais éligibles pour recevoir leur injection. France 24. Sous les flashs des photographes, Thomas reçoit sa première dose de vaccin. Comme lui, 28 millions d'enfants entre 5 et 11 ans sont désormais éligibles pour recevoir l'injection de Pfizer. Je peux aller à beaucoup d'endroits maintenant. Je peux aller à des matchs de baseball, je peux aller à des matchs de hockey, je peux aller au cinéma. Effectivement, dans de nombreux États américains, de plus en plus de lieux exigent la présentation d'une preuve de vaccination, et ce même pour les plus jeunes. Beaucoup de parents veulent aussi faire vacciner leurs enfants par conviction. 57% d'entre eux, selon un dernier sondage. Je crois totalement au vaccin. Je crois en la science. J'ai lu tous les articles qui disent que les avantages l'emportent sur les autres effets possibles. Mais certains ne partagent pas la même conviction. Il y aurait trop d'inconnus et trop de risques potentiels de myocardite, une inflammation du muscle cardiaque. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ces vaccins et je pense que les enfants ont besoin d'immunité et de nutrition. Et je pense qu'avec cela, c'est plus que suffisant. Donc je ne pense pas qu'il faille mettre dans leur corps quelque chose qui est un produit chimique avec Dieu sait quoi dedans. Surtout parce qu'ils ne disent à personne ce que c'est. Aux États-Unis, chez les 5 à 11 ans, plus de 1,9 million de cas de Covid-19 ont été enregistrés. Selon le gouvernement, la campagne de vaccination des jeunes enfants atteindra sa pleine capacité la semaine du 8 novembre. Au Mali, le gouvernement a déploré ce jour le retour au Mali de l'ancienne otage française Sophie Petronin, dénonçant par la voix de son porte-parole Gabriel Attal une forme d'irresponsabilité vis-à-vis de sa sécurité, mais aussi vis-à-vis de la sécurité de nos militaires. France 24. Le cri d'un fils qui retrouve sa mère. C'était le jour de la libération de Sophie Petronin. Mais tout juste libre, elle rêvait déjà de repartir. Oui, retourner. Pourquoi? Quand vous prenez un engagement dans la vie, quel qu'il soit, allez au bout de votre engagement, sinon vous aurez perdu votre raison d'être sur cette terre. Retourner au Mali, c'est ce qu'a fait l'ex-otage 5 mois plus tard, discrètement, sans visa, avec l'aide de son fils Sébastien, un long périple en avion, en moto et en taxi. Un proche de la famille explique le pourquoi de ce retour critiqué par certains. Elle a donc décidé, en son âme et conscience, une vieille dame de 76 ans, obstinée, d'aller envers et contre tous retrouver sa fille. Et depuis, elles vivent ensemble à Bamako. Sa fille, c'est elle, Zainabou, une jeune malienne, 19 ans aujourd'hui, adoptée par Sophie Petronin lorsqu'elle était enfant. Pendant la détention de sa mère, Sébastien lui avait rendu visite à Gao. Je me sens triste, plus la même. Je n'arrête pas d'y penser. Sophie Petronin a vécu plus de 20 ans au Mali, son pays de cœur. Depuis 8 mois, faisant fi de son ancienne prise d'otage, elle vit dans la capitale. Mais la gendarmerie a publié un communiqué. Elle est recherchée activement et en cas de découverte doit être appréhendée. Pour quelles raisons? Situation irrégulière, risque pour sa sécurité? Pour l'instant, les autorités maliennes n'ont pas communiqué davantage. C'est également avec cette actualité internationale que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée sur Viva.